Ici le Mafia Studio, tu écoutes Mafia Talks et on se retrouve en direct de chez mon invité. La semaine dernière, on était avec Rap Academy. Et si tu connais pas Mafia Talks, je te brief. C'est un podcast dans lequel j'essaie de faire une parenthèse dans la vie des jeunes créatifs de Montpellier, les rookies du hip-hop, de la photo, des arts et des médias du Sud. J'ai créé cet espace dans l'espoir de donner une voix aux charbonneurs de notre génération, à ceux qui s'expriment au travers de leurs arts et à ceux qui décident de devenir leurs propres patrons. Maintenant que tu es au courant, on peut commencer. On est accompagné d'Océane, a.k.a. la rapporteuse. Océane, comment tu vas ? Hello, je vais super bien, merci, et toi ? Ça va bien, on est un peu fatigué ce soir. Ah ouais, fin de journée, milieu de semaine, ça pique hein ? Franchement ça pique, en plus on va pouvoir en parler mais t'es pas mal booké. Toi aussi ? C'est vrai. Un micro, un gros booking, ça nous fait déjà 2 points communs. C'est vrai. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation parce que du coup c'est du temps. Avec plaisir. Et c'est un peu d'investissement. Je vais essayer de te présenter comme je peux et puis ensuite je vais te laisser te présenter. Très bien. Océane, t'es la réalisatrice et la créatrice du podcast La Rapporteuse. En tout cas moi c'est comme ça que je t'ai connue d'abord. Mais c'est pas ta seule activité. Juste pour le podcast, on peut te retrouver sur Insta en tapant @larapporteuse avec un Z à la place du S. Exactement. Girl boss, entrepreneuse, tu maîtrises la com et tu maîtrises les relations presse sur le bout des doigts. Mais tu confies sous une publication assez récente. Ces derniers temps, tu as pu douter un peu de toi-même par rapport à un nouvel événement qui vient d'arriver, me semble, qui est donc, tu as annoncé que tu ouvrais en fait le festival avec un talk show. On va pouvoir en parler juste après. Donc moi, j'ai eu la chance de te connaître, ou en tout cas d'avoir ton contact, parce que je t'avais déjà croisé vite fait sur les réseaux, grâce à Alexandre de Rap Academy. Et donc aujourd'hui, on va parler de toi, mais surtout de un peu ce que tu retires de toute cette expérience que tu as pu créer au contact de tes invités. Mais pas que, parce qu'évidemment, c'est pas la première chose que tu as fait, le podcast. Donc j'aimerais aussi qu'on puisse parler de ce qui ressort de ton entrepreneuriat, du chemin en fait que tu as choisi dans tes métiers, parce que tu as plein de casquettes. Maintenant, tu vas pouvoir te présenter. Écoute, déjà, merci pour cette présentation qui est, je pense, relativement juste. Tu as énoncé énormément de points principaux sur ce que je fais aujourd'hui. Alors, c'est vrai, je m'appelle Océane, je suis productrice d'un podcast qui s'appelle La Rapporteuse. J'invite en fait les acteurs et les actrices de la culture urbaine à discuter de leur parcours, de leur métier, des difficultés qu'ils rencontrent, etc. À côté de ça, je fais de la communication et de la relation presse pour les projets culturels et les artistes indépendants. Et c'est quelque chose que j'ai entrepris à la suite de mes études en licence Infocom, puis actuellement en master management de projet. Voilà, j'ai fait plein de trucs cool, mais c'est vrai que ça m'étonnerait pas qu'on en parle plus loin, donc j'ai pas trop envie de m'étaler non plus. Ok, top. Du coup, j'aimerais bien qu'on discute directement des dernières étapes charnières un peu que tu as connues dans ta carrière. Qu'est-ce que tu estimes avoir été les derniers moments un peu décisifs ? Alors, c'est vrai que quand je pense musique, quand je pense podcast, je ne peux qu'évoquer l'année 2021. Déjà, pourquoi ? Parce qu'en 2021, j'étais en licence Infocom, en mode un peu du père. Putain, il me reste 1 semaine pour trouver un stage. J'ai pas candidaté, comment je vais faire ? Bam, j'ouvre mon Instagram, je tombe par hasard sur le compte PLMP, pas les mêmes projets. On va y revenir. Donc, je leur envoie un message avec mon CV. Voilà, je cherche un stage en com, etc. Ils me disent, OK, passe la semaine prochaine au bureau. On a un entretien. L'entretien se passe super bien avec donc Alexandre Marchand que tu as reçu et puis Paolo Paschini, les 2 cofondateurs. Ils me disent, OK, on prend en stage. Je fais un stage. Le stage qui devait durer 2 mois se transforme en un service civique. Puis finalement, je passe 1 an chez eux, où je fais énormément de com. Ils me confient énormément de responsabilités en médiation de projet, etc. Ils m'aident énormément à me développer personnellement puis professionnellement. Et déjà à ce moment-là, je commence à ressentir l'envie, quand je suis chez eux, de prendre de plus en plus la parole, d'exprimer ma voix derrière le micro. Parce qu'en fait, c'est un exercice qui m'a d'abord été confié par eux. J'ai été jury sur ce qu'on appelle la Nuit des Talents. C'est un casting montpelliérain, tout un événement, etc. Et un jour où Paolo ne pouvait pas être disponible, ils m'ont dit, est-ce que tu serais chaud ? On te fait assez confiance. Et moi, je suis là, mais direct. Première prise de parole derrière le micro à ce moment-là. Et j'ai adoré ça. Donc, fin de contrat chez eux. En même temps, je monte La Rapporteuse avec tout leur soutien, ce qui est super cool. Puis dans le même laps de temps, quand je finis chez eux, j'enchaîne une alternance chez le Média Rap de chez nous. De là, encore des projets. Et puis l'année dernière, enfin non cette année, mais en avril 2022, j'ai monté mon premier événement avec Maxime, mon collaborateur, sur Talaref. J'ai animé mon premier talk show.
Et donc, depuis, ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'est vraiment ces temps-là qui ont été hyper déterminants pour moi. Rap Academy avec Alex et Paolo, Rap de chez nous, événement à la ref, talk show de la rapporteuse qui a ramené beaucoup de monde un samedi après-midi dans une maison pour tous à la Paillade. C'était un défi. Je me suis régalée. Et puis, plus récemment, hier, une seconde animation. Voilà, je dirais plutôt ça. Génial, ça fait énormément de choses. En découle 2 questions. La première, j'aimerais bien qu'on vienne casser un petit mythe, peut-être, parce qu'autant ça va pas être la réponse que j'imagine. Quand tu as commencé la com chez PLMP, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est un label et c'est des producteurs, on peut appeler ça comme ça ou pas ? Alors, c'est pas tout Moi, quand j'y étais, c'est PLMP, donc pas les mêmes projets. C'était, on va dire, disons, une maison de distribution de musique urbaine et de pop. C'est pas tout à fait pareil. Je rentrais pas dans les détails de leur activité parce qu'aujourd'hui, ils ont changé pour devenir AMP Publishing et ils accordent une importance à ce que ce soit le terme qui soit utilisé. En tout cas, aujourd'hui, c'est une maison, une agence d'édition pour les artistes et de synchronisation de rapports son à image, grosso modo. La définition, elle est carrée. Trop bien. J'ai commencé par 2 mots. Elle m'a fait une définition incroyable. Et donc, quand t'es rentrée chez eux, t'as fait de la com. Est-ce que on est d'accord que les premières fois où tu fais ça, en fait, tu sais pas ce que tu fais ? Ah mais pas du tout, ça c'est clair. Hein. Franchement, je pense que j'ai eu de la chance justement qu'ils me fassent énormément confiance parce que je savais pas vraiment où je mettais les pieds. Et c'est pour ça que finalement j'ai rapidement été raccrochée au wagon Rap Academy parce que c'était le montage de l'assaut à ce moment-là. Et donc il y avait tout à faire et c'était un terrain neuf, pas bâti entre guillemets, et sur lequel ils m'ont laissé beaucoup d'espace et sur lequel j'ai pu m'exprimer, toujours avec leur soutien et 100% de leur collaboration parce que 100% des décisions sont prises de façon collégiale, c'est-à-dire que chacun se concerte et il y avait quand même peu de désaccords sur ces points-là, donc clairement je savais pas ce que j'allais faire mais j'ai fini par le faire et c'était plutôt cool. Ok, parce que justement, je pense que c'est une question que peuvent se poser soit beaucoup d'alternants qui n'ont pas commencé, des gens qui vont avoir des stages, parce que toutes les deux on a fait des études en com. Moi personnellement, j'ai pas fini. Et sur mon premier, ça devait être un stage, mais c'était un service civique. Je me suis vendue comme quelqu'un qui allait faire de la com. Sauf qu'en réalité, nos cours peuvent être géniaux et c'est un vrai métier et c'est pas uniquement faire des stories et préparer des posts Instagram, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. C'est un métier qui est en train d'évoluer et de manière exponentielle. Il y a de plus en plus de choses à faire. On est sur du digital constamment. Mais je voudrais rassurer quelques personnes parce que je pense que toi et moi, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Croisons les doigts. Pour l'instant, c'est pour ça. Et je nous souhaite que ça continue. Mais on savait pas ce qu'on faisait au début et clairement pas. Vraiment le fake it until you make it, il est réel là-dessus. Mais c'est pour ça que encore une fois, je souligne la chance que j'ai eue de tomber dans cette structure à ce moment-là avec ces personnes-là, c'est que ils m'ont aussi laissé l'espace nécessaire pour faire les erreurs nécessaires pour évoluer quoi. Je pense que quand on apprend, on fait forcément des erreurs à un moment donné parce que c'est ce qui nous permet d'apprendre et c'est mieux de les faire dans un environnement bienveillant que pas du tout. Et je pense que si j'étais pas passée par là, j'aurais pas fait les erreurs qui m'ont permis aujourd'hui d'être beaucoup plus cohérente dans ma façon de communiquer et même d'aborder la communication. Donc clairement, comme tu viens de le souligner, faut pas paniquer. C'est vraiment des étapes indispensables pour évoluer et c'est même tout à fait normal parce que c'est inné chez personne ou alors chez très peu de monde, quoi. Donc il faut pas culpabiliser, il faut pas trop... c'est facile à dire, mais angoissé à l'idée de ne pas savoir faire parce qu'en fait, on est là pour apprendre. Est-ce que tu peux nous définir le talk show ? Ce que c'est un talk show ? Parce que tu viens d'en parler, on va en parler juste après, donc j'aimerais que tu nous le définisses. Ok. Écoute, moi, un talk show, en tout cas, si je devais définir le talk show tel que je l'ai monté avec mon collaborateur sur la première édition de la ref, c'était vraiment un espace de communication avec des invités et le but c'est que ce soit pas une conférence, c'est vraiment tu parles et c'est un show, c'est-à-dire que tu es censé divertir à ce moment-là, discuter. Là en l'occurrence c'était une thématique sur la place de la femme dans le rap. J'avais autour de la place 4 invités qui travaillent tous dans le milieu, qui ont tous des expériences différentes, qui avaient tous une parole différente à porter. Et donc la façon dont on a mis en scène ce talk show, c'est qu'en fait on avait des pancartes un peu à la TPMP où en fait j'avais un côté corda et l'autre pas corda. On énonçait des affirmations, on interagissait entre nous et un micro passait aussi dans le public. Au début il y a eu une vidéo de présentation qui a été lancée. Enfin voilà, c'est vraiment
on va dire une conférence hyper divertissante, un talk show pour moi, si je vais définir ce terme. Ok, super. Est-ce que, maintenant qu'on sait ce qu'est un talk show, tu peux nous parler de celui que tu prépares actuellement ? Alors, j'en ai préparé un qui s'est passé hier. De talk show, on est passé à un format conférence parce que malheureusement, il a fallu, disons, se faire à la réalité du terrain qui n'a pas permis à ce moment-là de faire un format d'1 heure qui était prévu au départ. En l'occurrence, du coup, c'était un talk show, une conférence, on va dire, plutôt d'1 demi-heure, en présence de Paolo Paschini, de Kerabits, qui est un beatmaker et un manager d'artistes qui a placé des instrumentales à l'international, et Olivier Lenoir, qui est adjoint délégué régional à la SACEM. Donc le thème, c'était les droits d'auteur. Les droits d'auteur, les droits voisins, l'édition, les ayants droit, comment ça fonctionne, comment pousser les artistes à se professionnaliser, etc. Et donc ça s'est fait dans le cadre de l'ouverture du festival Emergency à Montpellier sur la scène de Tropisme, qui est donc un festival qui tend à promouvoir les artistes émergents de la ville. Donc c'est vrai que qui dit artiste émergent dit professionnalisation, qui dit droit d'auteur, etc. Donc ça a donné du sens de commencer par ça, un format un petit peu plus sérieux avant ces prochains jours qui vont être un peu plus divertissants. Ok, ça donne envie d'être là. Donc c'est vraiment plus à titre éducatif et informatif. Exactement. Vulgariser un peu et peut-être désacraliser tout ce monde, Absolument. ce monde très secret. Ok, on va pouvoir passer un peu à l'entretien. Question un peu difficile, mais en tout cas, toi, tu passes ton temps à être confronté à des gens qui ont pas mal de casquettes et qui font plein de métiers différents. Toi, c'est quoi ton métier maintenant ? Bah écoute, moi, je suis toujours en études, comme toi. Je suis sur ma dernière année de master. J'ai une auto-entreprise depuis 2021, si je me trompe pas, où je fais des services de community management et de relations presse. C'est-à-dire que soit je vais développer avec un artiste une stratégie de communication digitale pour promouvoir un projet. Ça va aller du planning et du media planning à la création de contenu, photos, vidéos, etc. Ou alors le fait de collaborer avec des graphistes et tout. Et il y a l'aspect relations presse où c'est rédiger, créer un dossier de presse et le diffuser auprès de la presse. Bon, moi, c'est beaucoup la presse régionale ou les médias en ligne. Et faire en sorte qu'ils soient invités dans les radios, etc. etc. C'est ça. Aujourd'hui, c'est juste en complément d'activité par rapport à mon alternance. Donc l'année dernière, chez Rap de chez nous, cette année, j'ai été recrutée par mon école. Et en fait, je fais des podcasts aussi à l'école parce qu'ils m'ont demandé de créer une chaîne de podcasts et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai passé 11 jours là sur la Foire internationale de Montpellier où j'ai animé 8 talk shows de 45 minutes filmés sur le thème du sport en recevant tous les jours 3 invités différents. Sportifs de haut niveau, professionnels du sport, voilà quoi. Donc c'est bien sportif. C'était l'usine. J'ai passé un mois d'octobre extrêmement difficile. Je suis bien contente qu'on soit rentré au mois de novembre parce que c'est vrai que c'était le rush. C'était vraiment le rush. Tu réponds quoi à ce nouveau mythe, enfin nouveau ou pas, mais comme quoi les jeunes ne veulent plus travailler ? Je dirais qu'en fait, les jeunes ne veulent plus travailler, ok, pour quelqu'un. Parce qu'en réalité, je pense que les jeunes, ils veulent travailler, c'est juste que... On veut plus travailler pareil. On veut plus travailler pareil. Je pense qu'on a tous vu nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines plus âgés, etc., peut-être grands frères, grands sœurs, être fatigués, se plaindre toujours des mêmes choses. Et en fait, à mon avis, à mon sens, il y a ce truc où, en plus, parce qu'on évolue dans une société hyper individualiste, où en fait, on a envie de porter nos propres projets, de valoriser ceux dans lesquels on se reconnaît aussi. Donc je suis pas d'accord avec le fait que les jeunes ne veulent pas travailler. Je suis juste d'accord avec l'idée que les jeunes ne veulent plus travailler pour des domaines dans lesquels ils ne se reconnaissent pas et dans lesquels ils ne sont pas valorisés, tout simplement. Honnêtement, franchement, autour de moi, il n'y a que des bosseurs, que des charbonneurs depuis toujours et tout, mais pas forcément de façon tout à fait corpo, quoi. Ouais, en tout cas, cette nouvelle... critique de la part des générations au-dessus de nous, elle est hyper étrange parce que, comme tu dis, ils sont toujours pleins et à juste titre des conditions de travail, du temps de travail, de comment on les traitait, de la pression, de la hiérarchie et tout. Et le fait qu'on veuille juste changer, en fait, on veut changer les choses, on fait que de nous dire qu'on est la nouvelle génération et qu'il faut changer les choses. Et en fait, quand on veut le faire, tout de suite, c'est plus le même discours. Donc je trouvais ça important de te demander ce que t'en pensais. Ah, c'est une très jolie question. Elle te vient d'où, cette ambition ? Waouh, elle me vient d'où ? Je sais pas pourquoi elle me vient.
Ce que je sais, c'est que ça remonte à loin parce que finalement, je sais pas, même quand j'étais au lycée, je me souviens, j'étais grave investie dans des projets photos, défilés, mode et tout en dehors du lycée. J'ai été élue au conseil académique de la vie lycéenne. En fait, j'ai toujours fait un milliard de trucs en même temps. Et ma mère m'a toujours dit d'ailleurs, Ossane, t'en fais trop. Et j'étais là, genre, non, t'inquiète, je gère. Donc je sais pas d'où ça vient, ce que je sais que ça a toujours été le cas. Et je pense en fait, si, quelque part, ça doit venir du fait que, comme j'ai cette capacité à vite me lasser et à être, je pense, un profil assez polyvalent, j'ai besoin d'être sur plusieurs terrains en même temps pour toujours entretenir une sorte de flamme intérieure en fait. Je pense que je suis hyper passionnée par plein de choses qui touchent beaucoup à l'art et à la culture et à la communication, quels qu'en soient les moyens. Et pour entretenir ça, j'ai besoin d'aller à la rencontre de profils différents, de faire des missions différentes, de me retrouver dans des projets collectifs, puis parfois un petit peu plus individuels aussi. Ça vient de là et ça remonte à très très loin, quoi. Ça me permet de faire une bonne transition, parce que tu parles de polyvalence et j'aimerais qu'on parle 2 minutes de ce qu'engendre cette polyvalence, du stress, on va dire, mental que ça implique. Rien que juste le mot stress, c'est un bon début. Faire plein de choses, ça veut aussi dire faire trop. Ta mère te le disait apparemment. Et faire trop, ça peut être bien, ça peut ne pas être un problème parce que justement, tu as plein d'énergie à donner. Mais qu'est-ce qui se passe et jusqu'où tu arrives à aller avec toutes ces choses, avec tout cet emploi du temps surchargé par moment? C'est vrai qu'on reste humain. Donc, quand on est passionné et qu'on fait des choses passionnantes, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est une énergie qui est parfois difficile à dispatcher. Moi, je sais que là, aujourd'hui, franchement, je suis contente, je me sens bien dans ce que je fais, etc. Mais il y a quand même eu des moments où ça a été trop parce que, encore une fois, c'est hyper énergivore. Et effectivement, on peut se remettre en question souvent parce que est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Punaise, je devais faire ça, mais en fait, il y a ça en même temps, il faut que je trouve une solution. Et ça entretient un stress constant, finalement. Alors, si c'est un stress qui te fait du bien, qui te permet de te dépasser, etc., comme souvent, tant mieux. Mais quand c'est un stress qui prend beaucoup de place, franchement, ça peut être assez difficile, quoi. Enfin, je sais que moi, je savais tout ce qu'il y avait à faire, mais il y a eu des moments où je ne savais pas par où commencer. Et ça, c'est le côté pas cool. C'est vraiment le côté pas cool. Et il faut arriver à le dépasser. Pour le dépasser, il faut pas hésiter à en parler. Faut pas hésiter à déléguer, solliciter de l'aide, des partenariats. Et c'est parce que j'ai la chance d'être vraiment trop bien entourée de gens aussi passionnés que moi et super gentils, hyper bienveillants, que c'est quelque chose aujourd'hui qui va très bien. Et puis aussi, j'ai arrêté de me mettre une grosse pression, tu vois. Moi, la rapporteuse, au début, c'était 3 posts par semaine, plus un réel, plus 2 podcasts semaine. Enfin, c'était un rythme impossible à tenir en réalité quand t'as tout le reste à faire. Et c'est quelque chose auquel je voulais me tenir. Puis un jour, j'ai dit en fait non, parce que personne te l'a imposé ça. C'est toi, tu t'as imposé ça toute seule. Donc, tu peux pas te plaindre. Je suis assez d'accord et je trouve qu'il y a aussi on est un peu matrixé par le fait que sur les réseaux il faut être très présent, très régulier. Alors que en fait par exemple c'est peut-être pas non plus l'activité que tu as envie de comment dire, c'est peut-être pas l'activité qui va te permettre de manger, tu vois. Bah non. Donc en vrai, même si t'as une communauté derrière, même si t'as envie de les produire, en effet, c'est pas grave. Enfin, c'est pas la mort. Mais on est matrixé, on a besoin de produire parce qu'on sait que les gens, ils attendent. Mais d'un autre côté, surconsommation, tout ça, ils ont plein d'autres trucs ils peuvent écouter plein d'autres choses. Et c'est pas pour ça qu'ils vont t'oublier. Et puis au pire, c'est pas grave si les gens, ils nous oublient un peu. Enfin, non, mais clairement. Si, on n'est pas influenceuse, t'as autre chose à côté, t'as le freelance. Donc non, franchement, je vois très bien. Et est-ce que t'as trouvé des tips pour ces moments-là? Est-ce que t'as trouvé des petites solutions quand tout te submerge, quand tu connais exactement tes tâches, tu y réfléchis, tu les as en tête et 5 minutes après, elles sont déjà remélangées tellement tu sais qu'il y a trop de choses et que ça te stresse. Est-ce que t'as trouvé des astuces? Alors aujourd'hui, moi, je note tout. Vraiment, je note tout, j'ai plein de cahiers différents, parce que le digital, c'est cool, le téléphone, c'est bien, l'ordinateur, c'est super, mais la vérité, c'est que du coup, t'as tout le temps la tête dans les écrans, et je trouve que le format papier, moi, ça m'a beaucoup aidé à me réorganiser. Ça apaise. Ah ouais, c'est hyper apaisant de poser ses idées sur du papier, d'avoir un stylo entre les mains, enfin, ça peut paraître lunaire pour certains, mais c'est vraiment important. Donc, je dirais tout noter.
parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a un an, je faisais déjà des podcasts, mais aujourd'hui, je parle beaucoup mieux, je m'exprime beaucoup mieux sur mes sentiments et ce qui se passe dans ma tête que ce que je le faisais il y a 4 ou 6 mois. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est indispensable. Et puis surtout, comme j'ai dit un petit peu avant, ne pas se mettre la pression parce que souvent, finalement, c'est nous qui nous imposons des rythmes de malade. S'il y a des impératifs, s'il y a des trucs, il faut être flexible. Et puis de toute façon, s'il y a un truc qui ne va pas, on ne va rien pouvoir y changer, quoi. Donc il faut rester hyper positif. Même si c'est un discours qui est un peu difficile des fois quand tu vas pas bien, on dit reste positif, ouais mais là il y a tout qui s'écroule. Faut pas être fataliste. Donc moi je dirais noter un maximum de choses, discuter beaucoup et puis arrêter de se mettre la pression soi-même. Voilà, si t'as loupé un post, t'as loupé un truc, c'est quelque chose que tu vas rattraper, quoi. Chill, les gens ils sont pas là à te juger en fait, parce qu'encore une fois il y a énormément de contenu à consommer sur les réseaux sociaux et ils trouveront forcément leur bonheur dès qu'ils ouvriront leur feed. Pour une fois, les conseils de Rookie, ils sont axés sur quelque chose de très différent d'habitude et je suis contente parce que ça a diversifié aussi un peu le contenu des podcasts et j'aime beaucoup la manière dont tu conçois les choses. T'as réussi à résumer finalement les conseils que tu voulais nous donner et pour une fois les conseils ils sont pas adressés forcément à ceux qui veulent commencer ou qui n'ont pas encore commencé, mais plutôt à ceux qui sont dedans mais qui n'ont pas encore trouvé leur rythme. J'aimerais, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Ça passe très très vite. Ça passe super vite. Je passe un super moment. J'aimerais qu'on parle un petit peu et vite fait d'argent. On va parler cash. J'aimerais que tu nous décrives ton éducation financière. Donc évidemment la question c'est pas combien gagnaient tes parents machin, c'est est-ce qu'on t'a appris à gérer ton argent ou pas, parce qu'aujourd'hui t'es quand même beaucoup confronté à des salaires, puisqu'en plus t'es freelance, ouais, donc en plus tu dois estimer tes salaires. Exactement. Tu travailles constamment avec des gens qui te rémunèrent comme la plupart d'entre nous, mais quand on est à son compte ou quand on a plein d'activités différentes, je trouve que la question est appropriée. Eh ben écoute, mon rapport à l'argent, on va dire qu'il peut être complexe entre guillemets dans la mesure où j'ai pas l'impression d'avoir reçu une éducation financière. C'est-à-dire que moi j'ai pas eu des parents qui m'ont poussé à économiser. Par contre j'ai toujours des parents qui m'ont poussé à travailler. Ça c'est clair et net. Et je sais pas pourquoi. Peut-être je le tiens un petit peu plus de mes grands-parents. En revanche, moi j'ai toujours fait attention à économiser. C'est-à-dire que vraiment c'est quelque chose auquel j'attachais beaucoup d'importance très vite, qui est un petit peu plus difficile aujourd'hui dans la mesure où j'aime faire plaisir aussi à mes proches, j'aime sortir, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas reçu d'éducation financière particulière, ce qui je pense a pu me desservir, mais j'ai eu la chance entre guillemets de toujours travailler et faire en sorte que je reste autonome sur ce plan-là, vraiment. Et parce que en vérité, moi, j'ai vu ma mère galérer, j'ai vu à d'autres moments de ma vie d'autres personnes de ma famille galérer, etc. Et c'est un schéma duquel j'avais vraiment envie de m'extirper. Alors évidemment, quand tu es étudiant, c'est difficile, même quand tu es freelance, etc. Même si tu as un job étudiant à côté, même si tu as une alternance, la vie coûte cher, de plus en plus cher. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel il faut être totalement décomplexé parce que en réalité, il y a plus de gens pas à l'aise avec l'argent et qui peuvent pas se nourrir à leur faim que de gens qui sont à l'aise. Donc ça, franchement... c'est dur en ce moment. Bien sûr. C'est dur pour tout le monde, c'est chaud. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir honte d'en parler, d'en discuter et tout. Et par rapport à comment, on va dire, je tarife mon travail et tout, pendant très longtemps, je parle comme si ça faisait 10 ans, mais pendant un long moment... Elle a 40 ans, la grande dame. Non, mais pendant un long moment, j'ai accepté... on va dire le travail gratuit entre guillemets, le fait de rendre service, le fait d'être très très en dessous des prix du marché, etc. Parce que t'as l'impression qu'il faut passer par là pour que les gens ils t'acceptent et ils ont envie de travailler avec toi. Mais en ça, je vois quand même une sorte de syndrome de l'imposteur dans la mesure où tu te dis mon travail n'est pas suffisant et n'a pas mérite à être payé tant. Et en fait, c'est une énorme erreur. Je pense que c'est une énorme erreur parce que si tu es capable de vendre ton travail, ton produit, tes services à hauteur de temps et à l'estimer de temps, c'est parce que tu sais que ça mérite tant. Alors évidemment, c'est normal aussi pendant un laps de temps d'être en dessous
des prix du marché et compagnie, dans la mesure où en fait t'as encore à apprendre, donc c'est normal. Ce serait même un peu malveillant d'être trop rapidement avare entre guillemets. Oui, je pense que c'est grâce à cette petite période qu'après tu te rends compte de combien tu vaux vraiment. Le Exactement. temps, l'investissement, les retours clients, etc. À partir du moment, tu vois, où tu travailles et au fur et à mesure on te dit putain ah ouais si peu, nan. Là tu commences à remettre les choses en question. Donc ouais, aujourd'hui, je pense que je reste toujours dans la majorité du temps. Parce que, par exemple, sur Montpellier, un service de relations presse, ça va être en moyenne, allez, 1 000 €, tu vois, net. C'est énorme. Moi, je suis très largement en dessous de ça. Mais c'est les prix du marché. Mais aujourd'hui, pour un projet culturel, pour un artiste indépendant, c'est énorme, 1 000 € à sortir de sa poche. Donc c'est pas, ce serait complètement irréaliste d'aller dans cette direction-là. Par contre, aujourd'hui, je suis encore en études, c'est ma dernière année. Dans 1 an, je me sentirai plus légitime. Après, peut-être que j'aurais plus envie de faire ça. Enfin, on verra comment ça se profile. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, je pense quand même que je tarife à hauteur de mes compétences et surtout des retours sur investissement pour les personnes avec qui j'ai travaillé, parce que je pense que c'est le plus important. Et que, en tout cas, faut pas du tout avoir honte de parler argent quand on a envie d'entreprendre, parce que sinon, on se fait bouffer tout simplement. Ouais, en fait, t'es vraiment dans une démarche et j'aime trop on monte ensemble. On monte ensemble, mais faut vraiment qu'on monte ensemble, quoi. C'est pas on monte ensemble puis ça apporte que à sens unique. Non, justement. Ouais, c'est ensemble. C'est important de pouvoir s'adapter. Moi, je travaille avec des artistes. S'ils ont besoin de faire un paiement en 2 ou 3 fois, on va faire un paiement en 2 ou 3 fois. Oui, mais parce que le jour où tu seras un peu plus cher, c'est parce qu'eux, ils auront un peu plus de moyens. Exactement. Parce que vous montez ensemble, parce que ton but, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Donc, c'est que lui, il y arrive mieux. Il ait plus de réussite, de contact, de plus d'activité, en fait, pour que toi, tu puisses monter tes prix et qu'il puisse continuer à te suivre. Ah, mais clairement, ça m'intéresse pas de faire... je trouvais ça horrible, tu vois. Bon, je sais pas, ça m'intéresserait pas de faire un devis à 700 €, d'avoir 0 retour et que c'est pas grave, j'ai pris mon argent, tu vois. Ça n'existe pas. C'est impossible. Enfin, je pense que ça peut exister chez beaucoup d'autres personnes, à juste titre, parce que t'as fait ton travail, t'as eu ton argent, il n'y a pas eu de retour, peut-être c'est peut-être. Mais moi, je le fais avant tout parce que ça me passionne. Donc, déjà, si j'accepte qu'on travaille ensemble, c'est d'un commun accord, c'est pas juste j'accepte, c'est on a décidé de travailler ensemble parce que humainement ça passe, parce qu'on sait qu'on va s'apporter des bonnes choses, parce que je crois en ton projet et tu crois en mes compétences, et à partir de là ça roule, quoi. Mais sinon ça peut devenir un petit peu compliqué. Et je te souhaite que ça roule. Je te souhaite que tout ça aille dans ton sens, que tu puisses réaliser tout ce que tu as envie de faire, parce que ça fait trop plaisir. Et si vous voyez comme elle a l'air moitié, même dans la vraie vie, ça se voit et j'aime trop et je me retrouve grave là-dedans et c'est trop agréable. Mais c'est déjà la fin de ce podcast. J'ai passé un très beau moment. Moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir reçu, entre guillemets, parce que finalement je t'ai reçu aussi, bien vu dans mon intimité, t'es posée sur mon canapé. C'est vrai. Alors oui, c'est ce que je disais au début, je vous parle en direct de son appartement, littéralement. En fait, on est tellement bookés, on a vraiment fait comme on pouvait. Vas-y, je viens chez toi en fait, frérot, parce que le studio c'était pas possible, au travail j'arrivais pas à venir là où tu bosses, donc oui, tu m'as accueilli chez toi. Volontiers, vraiment merci beaucoup, c'est un plaisir d'être encore une fois derrière le micro et de pas animer ça. C'est plus reposant peut-être. C'est vrai que c'est reposant, déjà parce que j'avais pas la préparation en amont, donc et je l'aurais pas après non plus d'ailleurs. C'est clair. Donc pour ça c'est reposant, et puis j'ai passé un super moment. C'est vrai que réciproquement on se retrouve sur pas mal de choses et ça fait plaisir de se rappeler encore une fois qu'on n'est pas seul, quoi, tout simplement. C'est clair. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour découvrir encore plein de jeunes talents et de personnalités. Je vous remercie d'avoir écouté, c'était Océane et Yuna. Bisous, ciao.